Bien, bonjour à tous et bienvenue au webinaire Zelidia organisé par Infogène Limoges et l'association Zelidia. Aujourd'hui, nous allons parler voyage, exploration, découverte ou encore aventure. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis Alicia, je travaille à Infogène Limoges sur les départs à l'étranger et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagnée pour ce webinaire de Pierre qui est correspondant de Zelidia pour le territoire limousin et Poitou-Charentes, ainsi que Lucille, qui nous en dira un petit peu plus tout à l'heure sur son séjour en Espagne et qui a été lauréate Zelidia cette année. Alors, ce webinaire sera disponible en replay sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat, on essaiera d'y répondre progressivement. Donc, avant de vous en dire plus, nous avons une petite vidéo d'introduction pour vous. Tu as entre 16 et 20 ans? Tu as envie de voyager, d'aller voir ailleurs, de découvrir de nouvelles façons de penser, de vivre une expérience hors du commun, de découvrir l'autre et de te découvrir. Inspire un grand coup et voyage avec une bourse Zelidia. C'est maintenant ou jamais. J'ai passé 2 semaines dans une communauté où il y avait un atelier de chapeau au Pérou. Juste, je l'ai fait parce que j'avais confiance en moi et mon intuition me disait « là, tu peux le faire ». Je suis parti pour découvrir une nouvelle forme de voyage, donc le voyage seul, car d'habitude je partais avec des amis, etc. Se laisser porter, j'avais des intuitions. En fait, je passais mon temps à juste écouter ce qui se passait et à me dire « oh, ça a l'air cool là, j'y vais ». J'ai appris que je pouvais me débrouiller toute seule à l'étranger. Et j'ai appris à oser aussi, à demander de l'aide à des inconnus, à me débrouiller en fait. Ça m'a permis de découvrir la liberté. C'est surtout ça. À 16 ans, 17 ans, de faire ce que tu veux de ta vie. En fait, t'as personne qui va te dire si c'est bien, pas bien. C'est juste toi. Alors, prêt à partir pour ton aventure? Voilà une petite vidéo en guise d'introduction. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Pierre, bonjour. Tu vas pouvoir nous présenter un petit peu la structure que tu représentes, à savoir Zelidia. Alors, il y a une fondation, il y a une association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Voilà, oui. Alors, la fondation, elle a été placée sous l'égide de la Fondation de France. Elle décerne en fait des bourses de voyage à des jeunes, filles ou garçons, âgés de 16 à 20 ans. Le dispositif est simple et ne demande aucun prérequis scolaire. Les candidats et les candidates proposent un projet de voyage sur un thème qu'ils ont choisi dans le pays de leur choix. Le seul point, c'est que le voyage doit durer 1 mois et qu'il doit être réalisé en solo pendant l'été. À leur retour, ils nous donnent un compte-rendu de l'expérience vécue et à travers un rapport écrit et vidéo. Ça, c'est la fondation. L'association, il y a une association qui regroupe donc tous les anciens boursiers et elle fonctionne, je dirais, comme une amicale d'anciens élèves. Ses missions sont d'organiser la promotion des bourses et de développer des liens d'amitié et de solidarité entre les anciens boursiers. Et évidemment, certains de ces membres participent au jury qu'il y a en France. Il y a 20 jurys, dont un pour les académies de Limoges et de Poitiers, et un autre d'ailleurs sur Bordeaux. Alors, si on revient un petit peu plus sur le profil des candidats, tu as dit que c'était accessible aux jeunes de 16 à 20 ans. Pourquoi cet âge-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de mineurs qui participent aux bourses Zelidia? Alors, il y a à peu près 20% des candidats et des boursiers d'ailleurs qui chaque année sont mineurs. Alors, pourquoi avoir placé cet âge, 16 ans? C'est parce qu'en fait, on s'est aperçu, et depuis très longtemps, qu'à la fin de l'adolescence, c'est une période où les filles comme les garçons se cherchent,
se posent des questions, et pas seulement sur leurs futures études, mais aussi sur ce qu'ils vont faire de leur vie de façon plus large. Et donc, l'expérience Zelidja permet d'acquérir des savoir-faire, des savoir-être, des compétences et des apprentissages qui ne sont pas transmis ni par la famille, ni par l'école. D'accord. Et au niveau de est-ce qu'il y a des conditions de nationalité pour pouvoir participer à Zelidja? Est-ce qu'il faut absolument avoir la nationalité française, qui est parfois le cas dans certains dispositifs de mobilité? Pas du tout. Le critère seul et unique, enfin non, il y en a deux, c'est l'âge, et le deuxième, c'est de pouvoir s'exprimer en français et écrire en français, donc être francophone. Mais chaque année, on a un certain nombre de jeunes qui sont de nationalités diverses et variées, comme la population qui habite en France. D'accord. Au niveau des statistiques un petit peu que vous pouvez avoir au niveau de Zelidja, concernant le profil des jeunes retenus, est-ce qu'on est plus sur un profil lycéen, étudiant? Quel est l'âge moyen? Est-ce qu'il y a pas mal de jeunes issus de milieux ruraux qui participent? Alors, il y a un exemple parfait avec le milieu rural et Lucie, qui a été lauréate cette année. Voilà, en termes un peu de profil, un peu type, entre guillemets, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Alors, je peux vous répondre assez précisément parce qu'on a demandé à un sociologue, un maître de conférence à l'université d'Amiens, de mener une étude sur 5 années de promotion, donc en 2014-2018. Et ensuite, il a même interviewé, en tête-à-tête, il a interviewé une quarantaine de lauréats. Donc, ça nous permet d'avoir aujourd'hui une photographie assez précise. Alors, sur l'âge moyen, c'est entre 18 et 19 ans. Des fois, la moyenne est autour de 18 ans, des fois plus autour de 19 ans. Ensuite, entre urbains et ruraux, il y a à peu près 20%, entre 20 et 23, c'est pareil, suivant les années, de jeunes qui viennent de communes de moins de 5000 habitants. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'origine? Est-ce qu'il y a des boursiers, par exemple, des jeunes qui sont titulaires de la bourse de l'éducation nationale ou autre? Tout à fait. Alors là, c'est très important puisqu'on a 34%, là, donc sur la moyenne de 5 années, 34% de boursiers de l'éducation nationale parmi les lycéens et la moitié parmi les universitaires, c'est-à-dire ceux qui sont en cours préparatoire, enfin en classe préparatoire plutôt, et à l'université. Donc effectivement, c'est cette double caractéristique, c'est-à-dire une très bonne proportion de jeunes venant de milieu rural et de boursiers, fait qu'effectivement, on a un rôle tout à fait important dans le mix, je dirais, Zelidja. Alors, si on revient un petit peu plus en détail concernant la forme du voyage, donc tu as dit que c'était un voyage d'1 mois en autonomie. On nous pose la question de qu'est-ce que être un voyage en autonomie. Alors, c'est un voyage en solitaire au final. Il va falloir acquérir une certaine autonomie. Voilà, l'autonomie, c'est l'objectif. On demande aux jeunes de partir seuls. Donc, il ne faut pas partir avec un copain, une copine, ou encore moins avec les parents ou la famille. Alors, pourquoi cette contrainte? C'est en fait une liberté. C'est-à-dire, la liberté, elle est de pouvoir décider soi-même le matin à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, qu'est-ce qu'on fait de sa journée. Alors, c'est une liberté qui est un petit peu lourde, on en convient, mais peut-être que Lucille, tout à l'heure, expliquera ce que ça apporte. La deuxième, donc la liberté, ça veut dire partir seul, ça veut dire être libre aussi d'aller vers les gens que l'on choisit. Donc, ça entraîne cette obligation de partir seul et l'obligation d'avoir un thème apportent en fait 2 contraintes qui créent une tension et qui sont vraiment
la signature de Zelidja. Ça veut dire, quand on part seul, eh bien, effectivement, on est assez attentif sur où on est, avec qui nous suit, qui peut être dangereux dans tel pays ou dans tel endroit. Donc, on a toujours l'esprit éveillé et sur ses gardes. Et puis, l'autre élément de l'attention, c'est qu'il faut ramener des informations sur le thème. Donc, il faut au contraire aller vers des gens que l'on ne connaît pas, vers des inconnus. Et en fait, cette force, cette tension qui se crée entre la précaution nécessaire due à la solitude et la prise de risque qui est rendue nécessaire par l'étude à faire et le propre de Zelidja, et pousse les jeunes finalement à s'assumer complètement et à montrer une débrouillardise, disons, qu'ils n'imaginaient même pas. Et la phrase qui revient généralement quand ils reviennent, c'est « j'ai l'impression que j'ai grandi ». Parce qu'ils ont assumé complètement cette période de vie, là, ce mois qu'ils ont passé tout seuls. Le troisième élément aussi qui est important, c'est la gestion du budget. Ils ont un budget qui est serré, donc ils doivent faire aussi attention à leurs dépenses. Ils ne peuvent pas demander à papa, maman de finir de boucler le budget. Non, non, il faut qu'ils le respectent jusqu'au bout. Alors, on a une question, alors c'est minimum 1 mois, mais est-ce qu'on s'arrête à pile 1 mois ou on peut aller au-delà, et à quelle période s'effectuent les départs? Est-ce que c'est uniquement pendant la période scolaire? Alors, c'est l'été. Vacances d'été, pardon. Voilà, c'est entre le 1er juillet et le 31 octobre. Donc, sur les 4 mois, il y a 1 mois, et effectivement, beaucoup font plus d'1 mois. Font 6 semaines, 2 mois, 2 mois et demi. Voilà. On a une question aussi. Donc, qui choisit le thème du séjour d'études? Ça va être les jeunes eux-mêmes qui choisissent leur thème. Absolument. Alors, c'est la liberté qu'ils ont. L'élément principal de liberté aussi, après le solo, le voyage en solo, c'est effectivement de nous proposer les pays où ils veulent aller, le ou les pays. Ça peut être la France, ça peut être le Chili, ça peut être un autre pays d'Asie ou un pays d'Asie, et ils choisissent aussi le thème. Ce qui nous intéresse, c'est comprendre la motivation du jeune vis-à-vis du thème. Une autre question auquel on va faire un tout petit retour en arrière, mais ça peut être bien déjà pour poser un peu le cadre. Qu'est-ce que Zelidja? On a une des questions dans le chat. Qui est Zelidja? Qui est Zelidja? Alors, il faut revenir sur l'historique des bourses. Les bourses ont été créées par Jean Walter, qui est un architecte, mais aussi un industriel, et qui a exploité des mines au Maroc, dans une ville qui s'appelle Zelidja. Et c'est à partir de cet argent de mines qui étaient de zinc et de plomb qu'il a donc créé un fonds pour alimenter ses bourses. Alors aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les bourses sont alimentées par les anciens boursiers. Il y en a un certain nombre qui ont très très bien réussi et qui sont reconnaissants vis-à-vis de Zelidja, et donc qui alimentent le fonds, et puis aussi par des subventions que nous avons du ministère de l'Éducation nationale, de la région Nouvelle-Aquitaine par exemple, et de fonds de fondations privées. Au niveau on n'a pas parlé de la destination, et effectivement, c'est quelque chose d'assez important. Tout de suite, on peut peut-être penser bourse de voyage Zelidja dit international, mais on peut aussi postuler pour des voyages en France, pour le coup. Voilà, il n'y a pas de pays interdit, sauf des pays en guerre, je dirais. Donc la France est actuelle. Cette année, par exemple, il y a eu beaucoup de voyages en France, compte tenu des restrictions de mouvement. Et ça a permis de voir d'ailleurs l'imagination des jeunes, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de voyages en vélo, mais le plus original,
c'est un voyage en skate, en patin à roulettes, avec une Zelidja mobile, c'est-à-dire la jeune fille avait transformé un landau comment on peut dire, en petite voiture, je dirais, qu'elle poussait. Ça lui donnait de la stabilité quand elle faisait du roller, et elle mettait toutes ses affaires dedans, sa tente, puisqu'elle campait et tout. Et ça a été formidable parce que, vu l'accoutrement, puis elle avait mis Zelidja Mobile sur, sur sa petite voiturette là, et donc du coup les gens l'arrêtaient, la questionnaient, et elle a eu énormément de contacts grâce à ce dispositif. Donc voilà, la France peut être un pays de destination possible. Il y a plein de découvertes, et là cette année on voit parmi tous ceux qui sont restés en France qu'effectivement il y a beaucoup de découvertes à faire. Il y a 2 ans, 3 ans, il y a un jeune Parisien qui est parti dans les Pyrénées sur la trace des ours, excusez-moi. Et donc, il est resté en altitude avec les bergers pendant 1 mois. Il a même aperçu un ours. Donc, voilà, pour lui, ça a été une très, très grande aventure, tout en étant en France. Alors, on n'a pas que des questions dans le chat, on a aussi des remarques par rapport, je suppose, à la Zelidja mobile. C'est génial, ou trop top l'idée. Donc, ça peut vous donner des sources d'inspiration aussi. Ça rebondit sur une autre question qui était, est-ce que le thème doit obligatoirement être culturel? Là, on voit qu'il y a aussi tout le côté mobilité durable, il y a aussi l'observation de la faune, de la flore, enfin, suivant le thème. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés. On pourra le voir d'ailleurs tout à l'heure, on pourra faire passer la page du site internet Zelidja qui référence des exemples de sujets. Lucille pourra nous dire aussi le sujet qu'elle a abordé. Au niveau des bourses, quelque chose, et les aides financières, c'est quelque chose quand même de très très important. Quel est, Pierre, le montant de la bourse Zelidja? Est-ce qu'il y a possibilité de faire aussi, d'avoir 2 bourses? J'ai cru comprendre que oui. Alors, le montant maximum de la bourse est de 900 €. Et effectivement, il est possible de demander une bourse complémentaire à la ville. Il y a certaines villes qui donnent des bourses, ou des régions. La Nouvelle-Aquitaine donne des bourses aussi aux jeunes. Donc, il y a une possibilité. Ce que l'on cherche, ce que l'on veut plutôt, c'est que le montant reste modeste. Hein. Et d'autre part, que si le budget élaboré par le candidat dépasse les 900 €, que le candidat indique comment il va ou elle va compléter ce montant. Donc, ça peut être par des petits boulots, ça c'est complètement… Mais on ne souhaite pas que ce soit complété par 1 000 € donnés par les parents. Ça ne nous intéresse pas. Il y a à peu près combien de… modeste, et il faut que ce soit le candidat qui lui-même se procure cet argent complémentaire, donc par un autre organisme ou par son travail personnel. Il y a à peu près combien de bourses par an qui sont octroyées par Zelidja aux jeunes? Alors, en année normale, c'est-à-dire hors 2021, c'est autour de 120 bourses. 120 bourses par an, d'accord. Ça peut être 130. Hein, c'est au niveau national ou pas, les 120 bourses, ou c'est au niveau national, donc pas que sur le territoire que tu couvres, à savoir Limousin, Poitou-Charentes. Non. Là, c'est beaucoup plus modeste. Mais c'est en fonction du nombre de candidats. Hein. Aussi, oui. Et le budget, la bourse qui est octroyée, ça peut correspondre à quelle proportion dans le budget du candidat? C'est une question qui a été posée. Ah ben, il faudrait que la bourse soit à 100% du budget. Voilà. C'est là où on est le plus content. Idéalement. Non, ça peut être… Non, je veux dire…
si la bourse est complétée par un petit boulot. C'est pour ça qu'on donne sur 4 mois la possibilité de voyager, parce que souvent des jeunes disent moi, au mois de juillet, je vais travailler, comme ça j'aurai un petit peu d'argent supplémentaire pour compléter la bourse et je pars au mois d'août. Ou je travaille en juillet-août et je pars au mois de septembre. Donc, pour nous, c'est aussi important si c'est complété par un petit boulot du jeune. Nous avons une autre question. Peut-on présenter un dossier chaque année jusqu'à ce qu'on soit retenu? C'est surtout jusqu'à l'âge limite de 20 ans. Oui, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui ont présenté une bourse très jeune, et puis on a douté un petit peu de la possibilité de le réaliser. Donc on a même encouragé ces jeunes à retravailler leur bourse, leur projet, et nous présenter de nouveau l'année suivante. Donc oui, mais au bout de 2 fois, si la deuxième fois le projet nous semble toujours bancal, ça va être dur de présenter une 3e fois, quoi. Il y a quelqu'un qui rebondit sur l'âge. Donc, tu as dit que c'était 20 ans maximum pour pouvoir postuler à Zelidia. Est-ce qu'il faut avoir 20 ans le premier jour du voyage maximum, ou est-ce qu'il faut avoir 20 ans au moment où on dépose le dossier? Non, c'est 20 ans l'été, pendant l'été. 20 ans l'été, c'est assez souple. Il ne faut pas avoir 21 ans pendant l'été. Voilà. D'accord. Ok. On repart concernant la bourse. Une autre petite question qui a quand même son importance, c'est à quel moment la bourse est versée. Est-ce que c'est surtout au début du voyage? Est-ce qu'il y a un solde au retour? Comment ça se passe pour pouvoir gérer au mieux son budget? Alors, la bourse est d'ailleurs versée maintenant directement sur le compte du jeune au mois de juin. Donc, avant le départ. Parce qu'on sait que il faut acheter ses billets de bus ou d'avion un petit peu en avance. Donc, voilà. D'accord. Bon, du coup, on a vu un peu le profil des candidats, du voyage. Est-ce que, à l'inverse, tu peux nous dire ce qui ne rentre pas dans ce qui n'est pas éligible, les projets qui ne sont pas éligibles à Zelidia? Je peux tout de suite, je pense à des stages. Est-ce que ça peut rentrer dans les bourses de voyage Zelidia? Non, les stages ne rentrent pas, ni l'aide humanitaire. Je veux dire, ce qui ne rentre pas, c'est tous les voyages où le jeune va rentrer dans une structure et être chapeauté par la structure. Pour être très, très général, ce que l'on veut, c'est l'autonomie. L'expérience Zelidia, c'est une expérience d'autonomie. Donc, voilà, ça s'oppose à tout ce qui est stage. On va rentrer dans le pratico-pratique avant que Lucille nous expose son très beau voyage en Espagne. Je vais juste vous partager la page du site internet Zelidia où vous pouvez retrouver des exemples de projets déjà réalisés. Alors tout de suite me vient peut-être juste avant une question. S'il y a un thème qui a déjà été financé les années précédentes, est-ce que les nouvelles personnes, les nouveaux candidats peuvent faire un sujet prendre un sujet un peu similaire ou pas? Alors, tout à fait. Tout à fait. Ils peuvent. On voit très bien, même cette année, par exemple, je vais prendre cette année, il y avait 3 boursiers qui sont partis étudier le Brexit en Irlande du Nord. Et les 3 rapports sont complètement différents. Parce qu'il y en a un qui a surtout travaillé sur les relations entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, en interviewant à la fois des Irlandais catholiques, des Irlandais unionistes et tout ça. D'autres ont plutôt été sur le côté économique. Voilà. Donc, alors, évidemment, il ne faut pas recopier le rapport de l'année précédente. Ça, c'est clair et on le voit assez rapidement, si jamais c'est le cas. Mais c'est pas parce que, et heureusement d'ailleurs, c'est pas parce qu'un thème a été retenu quelques années avant que l'on ne peut plus de nouveau découvrir des choses différentes. Il y aura un œil différent, un œil neuf sur le sujet aussi. Voilà. Par exemple, les thèmes de les pays scandinaves et l'écologie,
il y en a eu des dizaines. Donc, mais à chaque fois complètement différents. Il y a une jeune fille qui a été en Finlande, qui a été dans les bois, qui a vraiment étudié les maisons forestières que les familles finlandaises des villes ont et où ils vont régulièrement. Donc voilà, elle a vu une partie de la Finlande qui est la partie boisée. Bon, elle est grande, mais voilà, il y en a. C'est tellement différent, l'abordage dépend tellement de l'envie du jeune, de ses attentes, qu'on peut aller plusieurs fois sur le même sujet. Alors, je vais partager la page du site Zeligia où vous pouvez retrouver des exemples de sujets. Donc, voilà le site Zeligia. Donc, on voit, il y en a un petit peu partout. Donc, oui, on parlait des pays du Nord. Donc là, il y a tout ce qui est agriculture bio et locale. On a aussi en Europe centrale, frontières et fantômes de frontières. On a sur le folklore et la nature. Il y a les dissensions mémorielles en Espagne, le féminisme à Cuba. Enfin, c'est très, très varié. Une question qui a été posée aussi, est-ce qu'on peut faire un voyage en itinérance ou on est obligé de rester dans la zone qui a été établie dans la demande de bourse? Alors, oui, en principe, il faut aller dans la région qui a été annoncée au moment du projet. Hein. Mais en itinérance, oui, ça peut être sur certains, par exemple, je vais prendre un exemple. Une jeune fille a voulu étudier les revendications féministes, par exemple, dans les pays d'Europe centrale. Donc, elle a été en Hongrie, elle a été en Pologne, elle a été en Tchéquie. Voilà, donc elle a fait de l'itinérance. D'accord, très bien. Alors, Lucille, est-ce que toi, tu as pu faire de l'itinérance? Tu es partie en Espagne il n'y a pas longtemps. Donc, on te laisse nous en dire un petit peu plus sur ton séjour. Je pense que tu te retrouves dans tout ce que Pierre a dit au préalable. Il y a encore plein de choses à aborder juste après. Mais je pense voilà, ça peut être bien maintenant que tu nous donnes ton témoignage. Alors bonjour à tous, je m'appelle Lucille, je suis partie, j'avais 18 ans, j'ai toujours 18 ans d'ailleurs. Je suis partie en Espagne et en fait pour trouver mon sujet, je me suis concentrée sur ce que je faisais dans ma vie de tous les jours. J'aimais beaucoup m'investir auprès des gens, je suis partie du conseil municipal des jeunes, enfin j'ai fait plein de choses et je me suis dit bon, j'aimerais bien voir comment ça se passe ailleurs, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien découvrir une nouvelle culture. Et pourquoi pas justement me tourner tout ça avec une étude. Donc mon étude, elle se portait sur la citoyenneté pour des jeunes Européens sous une monarchie. Alors j'ai choisi l'Espagne parce que du coup c'est une monarchie qui est constitutionnelle. Et pendant très longtemps, dans ma tête, c'était tout simplement une monarchie. Et le mot constitutionnel, je l'ai mis pendant longtemps de côté, sans me dire qu'en fait ça pouvait être géré de la même façon. Donc, je suis partie en Espagne. Je vais vous partager mon étude. Hop. Est-ce que c'est ton premier voyage, Lucille? Alors oui, c'est mon premier voyage. Donc, je vais vous présenter mon étude et je vais vous expliquer un petit peu comment... Est-ce que vous voyez ou pas? Oui. Parfait. Donc, je vais la remettre du début. Donc, j'ai proposé mon sujet qui a été accepté. J'ai été convoquée. Je l'ai noté en avril. Et là, donc, je me suis retrouvée face à un jury. Alors, avec le Covid, c'était en distanciel. Donc, ça a été en visio. On m'a posé plein de questions. C'est assez stressant parce qu'on ne sait pas trop du coup ce que le jury en pense jusqu'à ce qu'il délibère. Donc, je suis ressortie, j'étais un petit peu stressée parce qu'ils m'ont posé plein de questions auxquelles je ne savais pas forcément répondre sur l'histoire de l'Espagne, des aspects que je n'avais pas forcément abordés dans mon sujet.
Et donc, mon thème a été accepté, mon budget a été accepté et je suis partie en Espagne. Je suis partie en faisant du covoiturage, donc j'ai été prise une première fois par une jeune fille qui avait mon âge et une deuxième fois par un couple qui ressemblait beaucoup à mes grands-parents, à peu près du même âge, Gérard et Daniel, donc ils m'ont emmenée jusqu'en Espagne. Et donc de là, j'ai découvert plein de choses, j'ai dû me débrouiller par moi-même. Donc déjà, on arrive dans un pays, je parlais espagnol, mais le scolaire, c'est très loin de ce qu'on parle dans le pays. Donc au début, c'est un peu compliqué. Il faut réussir à comprendre ce qu'on dit, il faut réussir à se faire comprendre, parce qu'on manque beaucoup de vocabulaire. Mais ce qui est super, c'est que les gens, ils sont super patients. Enfin, pour la plupart. Après, il y en a beaucoup qui font pas d'efforts, n'ont pas forcément le temps, et puis n'ont pas forcément l'envie aussi. Et donc, du coup, bon, je suis arrivée, j'ai dû me débrouiller. Moi, j'avais pris contact au préalable avec une dame pour me loger et avec différents organismes qui avaient répondu qu'ils répondraient à mon questionnaire, parce que au préalable, j'avais préparé un questionnaire sur mon étude pour pas être prise au dépourvu une fois sur place. Et donc, quand j'ai voulu vraiment commencer mon étude cette fois-ci, une fois sur place, c'est devenu un petit peu compliqué. Déjà, donc, il y a eu le problème de la langue, qui, bon, c'est un peu compliqué. Vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte, parce que j'avais un très bon niveau d'espagnol et on progresse très vite une fois dans le pays. Et après, j'avais un autre problème, c'est que j'ai abordé un côté un peu politique, vu que, en fait, dans ma question, je parlais d'une monarchie. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes m'ont répondu que ils ne comprenaient pas pourquoi je posais cette question, que ils n'avaient pas forcément envie de parler politique. Donc, du coup, j'ai dû aborder un peu différemment. Donc là, je vous présente mon étude que j'ai menée et qui a été du coup envoyée au jury et au siège des ELICA. Donc là, je me suis présentée, j'ai présenté ce que je faisais dans la vie de tous les jours, ce que j'aimais. Du coup, je sors d'un bac sciences de l'ingénieur, section européenne anglais et physique-chimie. Donc c'est un bac général. Donc là, je présente les différents points. Donc j'ai fait partie du conseil municipal des jeunes, j'ai fait partie des éco-délégués, j'ai fait des préparations militaires. Et donc tout ça, ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup d'ouverture envers les autres personnes. Donc je suis danseuse semi-professionnelle. Et donc là, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce voyage. Donc du coup, c'était pour découvrir comment ça se passait dans un autre pays qui avait une autre façon de fonctionner. Alors, il faut savoir que quand on présente le projet, vu qu'il y a le Covid, on doit aussi présenter une partie si jamais on ne peut pas partir. Donc, moi, j'avais dit que si je ne pouvais pas partir, je serais restée en France. Et vu que j'habite dans une toute petite ville où on n'est vraiment pas beaucoup, et que c'est à la campagne, j'avais dit que je partirais dans une grande ville pour voir comment ça se passait au niveau de la citoyenneté dans une grande ville. Donc, j'ai choisi Madrid parce que du coup, c'est la capitale de l'Espagne, que c'est la ville la plus vaste et la plus peuplée du pays, et que du coup, ça fait partie de la communauté autonome de Madrid. Dans mon projet, j'avais posé différentes questions auxquelles j'ai pu répondre au fur et à mesure. Donc, comment les jeunes, en fait, qu'est-ce qui est mis en place pour tous ces jeunes en fait, et je me suis rendu compte qu'ils font très peu de bénévolat et de volontariat à l'extérieur de l'université, du lycée, parce qu'en fait c'est plutôt des choses ponctuelles, par exemple une manifestation pour le Covid par exemple, mais c'est très peu sur le long terme, parce que au sein des universités, des lycées, il y a énormément d'ateliers qui sont proposés, qui leur permettent de s'ouvrir, d'apprendre l'entraide et tout ce qui va avec, de gagner en compétences. Donc en fait, ils ne cherchent pas forcément à faire ça à l'extérieur. Je me suis renseignée donc, sur les différents organismes qui existaient, que ce soit les conseils municipaux des jeunes. En fait, ça n'existe pas forcément parce que chaque communauté, vu que c'est autonome, gère comme il veut au niveau de la citoyenneté. Et donc là, c'est les différentes questions que je me suis posées avant mon départ auxquelles j'ai répondu. Et par la suite, j'attends que ça veuille bien descendre.
Donc, j'ai récupéré les résultats de mon questionnaire que j'avais posé. Donc là, c'était justement pour les différentes formes d'engagement, ce qui était plutôt, par exemple, ils préféraient le bénévolat au sein d'une association. Et donc, j'ai posé différentes questions pour pouvoir savoir ce qui les intéressait le plus, à quelle fréquence, pourquoi. Si c'était plus pour être utile, parce qu'ils avaient du temps et qu'ils voulaient le partager avec les gens, parce qu'ils voulaient apprendre, parce qu'ils voulaient voyager, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui poussent les gens à s'engager. Et Une donc, question, Lucille. Comment as-tu questionné les autres jeunes pour être certaine qu'ils répondent? alors, j'ai fait plusieurs choses. J'ai des colocs qui étaient à ma disposition dans la maison où j'habitais. Elles m'ont permis d'ouvrir les portes au niveau de leur université. Donc ça a été super pour pouvoir me rendre auprès des jeunes. Je me suis aussi rendue aux portes d'une université pour croiser le maximum de jeunes. Et après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des jeunes que ça n'intéresse pas du tout et qui vont pas prendre le temps d'y répondre, qui vont être assez froids, il y en a beaucoup qui se sont moqués de mon vocabulaire espagnol, alors que c'est en parlant qu'on apprend. Et donc, il y a des fois, on peut se vexer et c'est pas facile des fois de se prendre un mur, de se prendre quelqu'un qui est vraiment pas agréable et on peut vite baisser les bras. Mais il faut apprendre à passer au-dessus, il faut apprendre à se tourner vers les gens. J'ai eu beaucoup d'associations auxquelles j'avais envoyé des mails au préalable qui m'ont répondu que finalement, ils n'y répondraient pas parce qu'ils ne parlaient pas de politique. Donc, tout ce que j'avais prévu qui me permettait de rencontrer des nouvelles personnes et avoir un certain nombre de réponses, en fait, j'ai pas pu. Donc là, on se retrouve en se disant, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on se dit, tiens, si je contactais les personnes de l'ambassade, quelque chose que j'aurais jamais fait auparavant, les directeurs des lycées français, c'est des personnes, on se dit, ils n'ont pas forcément du temps à nous accorder. Et en fait, j'ai été très surprise de voir que l'accueil que j'ai reçu, la patience dont ils ont fait preuve, et ils ont été super pour me donner de nouveaux contacts, pour répondre à mes questions, pour me donner justement de nouveaux exemples de combats et tout ça qui ont été menés pour la citoyenneté. Et j'ai trouvé ça super parce que en fait, on apprend à se surpasser et on apprend qu'on a besoin de l'aide des autres pour pouvoir avancer. Et c'est un peu difficile quand même de partir toute seule, surtout quand on est une fille, parce qu'on a peur, parce qu'on se dit il peut m'arriver quelque chose. Et en fait, on se rend compte que il faut faire attention, bien évidemment, mais qu'il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Et c'est super. C'est super. On arrive toujours à retrouver, même avec la barrière de la langue, on progresse super vite. On se comprend. Il y a des choses sur lesquelles on se comprend très bien. J'ai fait de la danse, j'ai fait plein de choses pour rencontrer plein de nouvelles personnes et on se comprend sur plein de sujets et c'est super. Au final, quand tu étais sur place, tu t'es un peu senti pousser des ailes. On ose beaucoup plus. Exactement. Parce que j'avais besoin du coup de faire avancer mon étude et en fait j'ai eu une période où j'étais face au mur, où j'avais plus personne qui voulait répondre. Et du coup, c'est là qu'on se dit, bon, soit on reste bloqué comme ça, soit on tente de nouvelles choses et puis au pire, on me dira non. Et au mieux, on répondra à ma demande. Et en fait, c'est comme ça, il faut essayer. De toute façon, on n'a rien à perdre et c'est le mieux. C'est de se dire, voilà, j'ai essayé et c'est super parce que ça a marché. Puis si ça marche pas, tant pis, on essaye avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. En tout cas, il y a des bons commentaires dans le chat. C'est un super témoignage. Tu me donnes envie de partir. Bravo, Lucie. Lucille, je t'envie. Effectivement. Alors là, tu parlais de ton questionnaire. Est-ce que tu souhaites nous dire autre chose ou aborder autre chose? Alors, moi, j'ai juste un exemple. Alors, il faut juste que j'arrive à y accéder. Donc ça, c'était mon carnet de compte. Donc, j'avais fait un budget prévisionnel. À la fin, on en refait un nouveau avec les nouveaux chiffres, les dépenses, les tickets de caisse et tout ce qui nous a servi. Je vais descendre un petit peu, j'ai pas accès à l'autre. Et ça, donc du coup, c'est mon journal de bord, juste pour montrer. Donc j'ai mis quelques photos dedans.
Il y a eu beaucoup de tournois sportifs auxquels j'ai été invitée pour venir voir parce qu'il y a beaucoup d'engagement au niveau du sport chez les jeunes. Après, j'ai découvert la ville. J'ai découvert une nourriture aussi qui est beaucoup basée sur le jambon. C'est quelque chose... c'est bête, mais j'ai l'impression qu'ils en mettent partout. Et donc, du coup, voilà, les magasins, tout est très grand, mais je pense que ça, c'est plutôt l'effet grande ville. Moi qui venais d'une toute petite ville, bah, tout est immense. On a des Fnac à 7 étages, on a c'est des choses immenses. Et ce qui est vendu dans les magasins, c'est totalement différent de ce qu'on a en France. C'est plus flashy, c'est plus osé. Ici, l'acceptation, elle est beaucoup plus prônée. On a sur les passages piétons, les bonhommes qui permettent, qui passent au vert ou qui passent au rouge, ben, on peut avoir 2 femmes, on peut avoir 2 hommes qui se donnent la main pour traverser. Au niveau de ce voyant, il va y avoir beaucoup de personnes qui s'assument totalement avec les cheveux bleus. Et il n'y a aucun regard, aucun jugement, et je trouve ça super parce que c'est super de pouvoir être soi-même. Donc tout est dans la grandeur, tout est... Les gens, j'ai été dans un petit village où les gens partageaient tout. C'était un dimanche, il y a eu la messe. Vu que c'est un pays croyant, bah, du coup, il y a un très grand nombre de personnes qui vont à la messe le dimanche. Et donc, après, ils se retrouvent dans le village et puis ils partagent un repas, ils partagent le café, ils partagent les grands-mères, elles arrivent et elles donnent à manger aux enfants. Enfin, c'est très convivial. Bien. Un voyage très, très enrichissant pour toi. S'il y a un souvenir que tu as préféré ou que tu devrais souligner, quel serait-il? Il y en a eu énormément, mais en fait, je pense que c'est plutôt le partage de manière générale. C'est avoir pu être intégrée à des groupes et avoir pu partager certaines choses avec eux. J'ai pu aller avec la SPA. J'ai pu passer une après-midi dans le centre-ville avec eux, voir comment ça se passait. J'ai pu suivre une équipe de foot. J'ai pu... Enfin, en fait, c'est le fait d'avoir été intégrée, d'avoir partagé ça avec eux, d'avoir appris d'eux. Et j'ai trouvé ça super. C'est plutôt des petits souvenirs à chaque fois qui font que ça a rendu tout ça super. Parfait. Merci beaucoup, Lucille. Du coup, on va peut-être dire à ceux qui nous écoutent comment candidater maintenant, parce que ton projet fait bien envie. Donc, tu pourras aussi témoigner, Lucille, de toi, comment tu as ressenti ton dépôt de dossier, comment tu as dû faire toutes les démarches administratives derrière. Alors, Pierre, justement, comment fait-on pour candidater? Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir se lancer? Alors, il faut aller sur le site zelidja.com, ça c'est clair. Et donc, il y a un petit formulaire à remplir et on dépose un projet. Donc, cette année, le projet peut être déposé à partir du 25 janvier jusqu'au 15 février. Dans ce projet, d'une dizaine, 10-12 pages, hein, c'est pas un roman, mais on se présente, hein, qui je suis, quelles études je fais, où j'habite. Ensuite, la motivation pour voyager seul et comment on voit ce voyage seul. Ensuite, eh bien, le thème présenté, dire voilà, je veux aller étudier la citoyenneté des jeunes à Madrid, parce que telle et telle raison, ou je veux aller étudier la cuisine mexicaine, ça a été le cas d'un jeune garçon, parce que bon, en France, il y a les tacos et ils sont tous pareils, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à voir D'ailleurs, j'ai passé mon entretien le jour où ce jeune garçon me passait aussi. J'ai été convoquée le même jour et c'était super comme projet. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça super de montrer que la cuisine mexicaine qu'on connaissait en France, c'est pas forcément celle qu'il y a vraiment au Mexique. Alors effectivement, et il a fait une vidéo de 50 minutes, d'ailleurs c'est sur YouTube. Pendant 50 minutes, on le voit manger des tacos complètement différents, mais il a été voir des communautés indiennes,
qui mange des sauterelles ou autre chose. Enfin bon, il est toujours en train de manger, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, donner le thème, pourquoi, quelle est la motivation pour ce thème. Ensuite, présenter les contacts, s'il y a déjà eu des contacts de prix, quel type de contact, est-ce qu'il y a eu des réponses et tout ça. Ensuite, l'itinéraire. Voilà, je vais aller de tel point à tel point, je vais essayer de m'arrêter dans telle ville et tout. Et puis le budget, là, Lucie a bien montré, son budget, on demande combien vous pensez dépenser en termes de nourriture, de transport, d'hébergement. Et donc après, voilà, ça c'est ce qu'on demande. Et ce projet, donc, il va être lu par les membres d'un jury, hein, un des 20 jurys qu'il y a en France. Donc là, dans le cas du Limousin, c'est à Poitiers. Et effectivement, on a bien conscience que le jury, il y avait 5-6 personnes de tout âge, et même d'âge avancé, je dirais, peut-être impressionnant, mais on cherche pas, c'est pas l'oral de l'ENA, hein, on ne cherche pas à la petite bête ni la perfection. Nous, ce que l'on cherche, c'est la motivation. Est-ce que le candidat est motivé? Est-ce que face à la première difficulté rencontrée, il va baisser les bras? Et on a vu avec Lucille qu'il y a des problèmes. Tous rencontrent des problèmes. Et comment ils vont réagir? Voilà, essayer d'anticiper la débrouillardise du jeune. Et puis la faisabilité aussi. Hein. S'ils nous disent, une jeune fille dit, je vais aller en Afghanistan, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on l'autorise. Donc, ces 2 points sont clés. Après l'oral, si on décide de donner une bourse aux jeunes, on institue un interlocuteur privilégié du jury avec le jeune, et le jeune peut poser des questions complétées, soit avant de partir, soit pendant le voyage. Et Lucille, combien de temps tu as mis pour préparer ce fameux dossier de candidature? Est-ce que tu te souviens Pierre, quel est le temps de préparation idéal avant de déposer son dossier? Je dirais que j'ai mis à peu près 1 mois et demi parce qu'en fait, j'avais déjà fait des recherches parce que j'avais envisagé de faire mes études à l'étranger en Espagne et du coup, j'avais pris quelques contacts. Mais après, il faut reprendre contact parce que quand ça fait un certain temps qu'on n'a pas parlé avec ces personnes, il faut reprendre contact, savoir s'ils sont toujours disponibles. Faut budgétiser. Il y a plein de petites démarches et en fait, mine de rien, le temps d'attendre les réponses des personnes et tout ça, ça met un petit bout de temps quand même. Et comment tu as ressenti ton passage devant le jury? Alors là, c'était en visio, donc encore différent d'un jury en présentiel. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ils sont très bienveillants, mais c'est quand même très impressionnant. Très impressionnant parce ils sont quand même nombreux. Notre projet, il est plus ou moins... Il est prêt, mais on n'est pas encore parti, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas sûr, des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et on nous pose des questions là-dessus et on est un peu désarmé face aux questions parce qu'on se dit, mince, ça, j'ai pas pensé, comment je fais? Et en fait, ils sont très bienveillants, c'est pour nous emmener à se poser des questions, à ce que tout soit prêt quand on va partir. Et donc, en fait, c'est plus... Et puis, j'essaye de voir quand même si on lâche pas l'affaire un peu trop tôt. Alors, du coup... mais ils sont très bienveillants. Ça dure combien de temps en moyenne un passage devant le jury? Je ne me rappelle pas exactement. En plus, on était 2. Oui, il n'y a pas de moyenne. Oh, je dirais 20 minutes, une demi-heure. Et des fois, on ne voit pas le temps passer. Mais il y a quand même de très très belles personnalités. On rencontre de très belles personnalités. C'est vraiment très intéressant. Et au niveau de la composition du jury, est-ce qu'il y a qui compose le jury devant lequel on passe?
essentiellement des anciens boursiers. Donc, alors plus ou moins jeunes, hein, puisque ça fait longtemps que les bourses Elijah existent, donc on a vraiment des gens de tous les âges. Ensuite, suivant les jurys, il peut y avoir des parents. Des parents nous écrivent ou nous contactent après le voyage de leur fille ou de leur fils en disant vraiment, je n'ai pas reconnu ma fille ou mon fils, ils ont été transformés par le voyage des Elijah. Et donc, ils participent à l'activité de l'association. Et donc, on les invite pour les jurys. Et il y a des enseignants aussi qui nous donnent un éclairage un petit peu différent d'une autre, si on n'est pas nous-mêmes enseignants. Il y a des enseignants, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, retenez bien la date, c'est au 15 février, c'est bien ça. Pierre, c'est la même date chaque année ou ça varie? Alors, cette année, enfin 2021, on avait poussé jusqu'au 15 mars parce que pour les questions sanitaires et autres. Je pense que maintenant, le 15 février va être à peu près sanctuarisé, je dirais. Voilà. 15 février, dépôt des dossiers de candidature. Après, c'est aux alentours du mois d'avril pour le passage devant le jury. Mars, et après... mars, avril, oui. Ok. Au mois de mai, résultat des courses. Voilà. Et donc, le virement sur le compte du jeune début juin. Et du coup, quand un jeune candidat est retenu, est-ce qu'il y a est-ce qu'il a un parrain ou une marraine qui l'aide dans son départ, dans les démarches administratives? Comment ça se passe? Alors, il a, je ne sais pas si on utilise le mot de parrain, mais un interlocuteur, je dirais, du jury, qui ne va pas faire les démarches à sa place, mais qui répond aux questions, aux interrogations que peut se poser le jeune. Parce qu'entre le moment où il passe l'oral, on le pousse à faire évoluer son projet, hein, sans lui dire bah, écoute, il y a un avis favorable, mais on le pousse pour voir comment il réagit. Et donc, cette personne, cet interlocuteur privilégié, peut être appelé par le jeune à tout moment. Mais on ne va pas lui donner, à la rigueur, on peut lui donner quelques adresses que l'on connaît ou de personnes que l'on connaît, mais pas plus. Ce qui nous intéresse, c'est que le jeune se débrouille par lui-même. Ensuite, si jamais il y a un pépin ou il y a vraiment une situation difficile, on fait agir. On a suffisamment de relations au niveau international, parce que vous pouvez bien imaginer que tous ces jeunes, après professionnellement, c'est des jeunes qui s'ouvrent à l'international de façon très très importante. Donc, on a beaucoup d'anciens boursiers qui sont en poste dans les pays les plus variés du monde. Effectivement, c'est très rassurant pour le jeune d'avoir un interlocuteur privilégié. Donc, c'est bien que Elijah propose ce type d'accompagnement. Alors, Lucille, tu parlais tout à l'heure de carnet de compte, de journal de route, de rapport. Est-ce que tu peux nous expliquer tous ces documents que le lauréat doit fournir après? Il y avait une question aussi par rapport au budget. Est-ce que tu as respecté ton budget? S'il y a des aléas un petit peu comme ça qui n'ont pas été prévus dans le dépôt de la candidature, comment ça se passe après? Alors, déjà au niveau du budget, en fait, je suis restée plus que ce que j'avais prévu. Je devais partir, je crois, fin septembre et je suis restée jusqu'au 21 octobre. Donc, du coup, je suis restée plus longtemps. Donc, forcément, le budget, il a été un peu plus conséquent, mais pas de beaucoup. Donc, au niveau du budget, j'ai dépassé un petit peu. Après, la bourse reste la même et c'était un apport parce que j'ai travaillé l'été dernier et l'été encore avant. Donc, du coup, c'est un apport personnel qui vient de mes boulots d'été. Au niveau, donc il y a l'étude, ça répond en fait au thème que vous avez proposé. Vous le présentez, je crois que ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être... et en fait, il y a plein de formats différents. Moi, j'ai décidé de le faire sous format diaporama, en insérant les diagrammes, en insérant des photos. Chacun fait un petit peu comme il veut. Le tout, c'est qu'il faut que ce soit en français, même si c'est une vidéo, il faut que ce soit sous-titré. Enfin, il faut que tout le monde puisse comprendre.
On a le journal de bord qui, en fait, on est censé écrire ce qu'on fait un petit peu au jour le jour pour pouvoir dire, bah voilà, tel jour, j'ai mené telle action par rapport à mon projet, j'ai découvert telle personne, j'ai découvert, enfin, pour recenser un petit peu ce qu'on fait. Et donc, le carnet de compte, bah, c'est justement pour voir, on avait notre budget prévisionnel, les recettes et les dépenses. Et voilà mon budget que j'ai utilisé, les recettes et les dépenses. Donc, en fait, on essaye de voir, bah voilà, on est parti de tel point, on a avancé, maintenant on en est là. Et j'ai fait tout ça en autonomie et c'est super de voir que, bah voilà, au départ, c'était très vague et que c'est du concret et qu'on a réussi à mener à bien notre projet et c'est super. Donc ça, ce sont des documents qui sont demandés une fois que on vous a accepté pour partir avec une bourse Zelidia. Pierre, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur ces documents qui sont quand même importants à donner à la fin? Oui, c'est-à-dire, donc le journal, il est écrit, ça c'est clair. Par contre, l'étude peut être remise sous forme vidéo, enfin, on en a déjà parlé, ou sonore, ou photographique. Enfin bon, le support maintenant est beaucoup plus large. Il y a quelques années, c'était support papier, je veux dire écriture plutôt. Là Mais maintenant, il faut quand même envoyer on- un support papier au siège. Je le précise parce que du coup, par exemple, si on fait quelque chose d'audiovisuel, ben, on doit le mettre sur clé pour qu'il soit par la suite archivé. Et donc, pareil, il faut imprimer notre budget, notre journal de bord et tout ça pour que tout soit archivé par la suite. alors Alors, effectivement, archiver où nous demande alors voilà, Clément. c'est très important ce que dit Lucie, c'est-à-dire que nous avons passé un accord avec la Bibliothèque nationale de France qui, quand elle a découvert la richesse que représentaient ces volumes écrits tous par des jeunes adolescents, a accepté de recevoir ces rapports, de les archiver et de les mettre à la disposition des chercheurs pour, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, voir comment une jeune limousine perdue au milieu de la grande ville que représente Madrid s'est débrouillée et quelles étaient les réactions des jeunes madrilènes face à ces questions. Voilà, donc nous sommes très contents. Tous les 5 ans, nous donnons 5 ans de rapport à la BNF qui prend très soin de ces documents. Donc, au-delà des rapports archivés, Lucille, il me semble que tu as fait quelques actions de promotion. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est demandé aux jeunes lauréats. Qu'est-ce que tu as pu faire, par exemple? Alors, déjà, ça peut être. Alors, il y a des choses tout basiques, c'est quand on parle de notre voyage, bah, déjà, on parle de Zelidia. Donc, quand je parle de mon voyage en Espagne, ben, voilà, et puis j'explique un peu les démarches que j'ai faites, comment ça s'est passé. Après, j'en ai fait une dans mon lycée, mon ancien lycée. Donc là, j'ai vu avec mon ancienne prof d'espagnol. Et après, bah, avec le conseil municipal des jeunes, donc là, on attend pour fixer une date. Mais du coup, bah, c'est plus pour toucher des jeunes qui, par la suite, eux, vont en parler, même si pour eux, ça les intéresse pas forcément. Mais si jamais quelqu'un autour d'eux en parle, bah, qu'ils aient un maximum d'informations aussi pour pouvoir renseigner, qu'ils puissent eux aussi dire, bon, bah voilà, je connais une personne, tiens, je te donne son mail, son numéro, et puis pose-lui les questions. On ne touchera jamais tout le monde, mais au moins, si on peut garder le contact et aider d'autres personnes, bah, c'est super. Parce que c'est des recherches que moi j'ai faites et si je peux aider d'autres personnes, bah, je le ferai. Pierre, quelles sont les autres actions de promotion que tu as pu voir par les jeunes qui ont pu bénéficier de la bourse? Alors, premier point, on leur demande, dans le contrat, je dirais, qui nous lie à eux, on leur demande obligatoirement, au retour de leur voyage, de faire au moins 3 actions de promotion, parce que le message passe beaucoup mieux quand c'est quelqu'un qui vient de faire le voyage que quand c'est une personne qui l'a fait il y a plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est obligatoire. Le type d'action, c'est effectivement dans les anciens lycées ou dans le lycée où se trouve le jeune. Ça passe très très bien. Ensuite, ça peut être auprès dans le cadre de forums sur la mobilité. Donc, on a participé
à La Rochelle depuis pendant 3 ans de suite. Et presque à chaque fois, il y avait un jeune ou une jeune qui participait. Ça peut être alors maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'actions. Là, je maîtrise moins cet aspect-là. Donc, mais voilà, ou alors si dans la presse. Mais bon, c'est vrai que les jeunes lisent moins quand même la presse. Mais aussi, il y a un support qui fonctionne très très bien, c'est Phosphore. Donc régulièrement, là il va y avoir encore un article d'un jeune dans Phosphore, celui qui a été au Mexique justement. Donc voilà, on essaye de diversifier les sources, mais c'est vrai, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux, quoi. Quand vous écoutez Lucile, c'est vrai que vous avez envie de faire le même, de vivre la même expérience. Mais je pense que tout comme nous, il y a eu des gens qui ont été là pour nous aider, pour répondre à nos questions quand on est parti à l'étranger. Nous aussi, on a envie d'être là pour d'autres personnes qui vont eux aussi avoir envie de vivre cette expérience et qui vont avoir des questions parce que nous, il y a des gens qui ont répondu et qui ont été patients avec nous et je pense que c'est hyper important de pouvoir le faire pour d'autres personnes. Donc, c'est avec plaisir qu'on fait toutes ces actions de promotion parce que quand on a vraiment envie de partir et qu'on... Voilà, c'est super de savoir qu'il y a telle ou telle chose qui existe pour partir. Et donc, Très, très belle ambassadrice, Lucille, pour les bourses Zelidia, c'est super. Alors, n'hésitez pas encore dans le chat à nous poser quelques questions fréquentes que vous vous posez. Il peut y en avoir certaines qui reviennent de temps en temps, notamment quand on est mineur, comment convaincre mes parents de partir avec Zelidia quand on est mineur, comment convaincre mes parents de partir. Est-ce que c'est des choses qui reviennent régulièrement? Oui, tout à fait. Donc, on demande d'abord une autorisation des parents pour partir seuls. Zelidia ne prend pas la responsabilité du jeune en voyage. Donc, on conseille de prendre une assurance voyage. Si le voyage est à l'étranger, il faut en plus, il y a un formulaire qu'il faut remplir officiel pour autoriser le jeune à sortir des frontières françaises. Autorisation sur le territoire. Donc, alors effectivement, il y a des parents qui sont dubitatifs, je dirais, donc il faut là, on va les convaincre, on essaye de les convaincre. Il y en a qui malheureusement n'autorisent pas. Des réunions avec les parents, des fois, qui se font? Ou des échanges, je dirais, interpersonnels. Oui. Et puis, il y a des parents qui, au contraire, poussent les jeunes à partir. Et c'est assez... Là, j'ai participé à La Rochelle au forum, justement, de la mobilité. Et j'ai eu 3-4 mères qui venaient avec leurs filles pour dire expliquez-leur ce qu'est Zelidia parce que je voudrais qu'elles partent. Et là, je ne sais pas si c'est révélateur ou pas d'un changement, mais on a l'impression que les parents sont plus dynamiques que les enfants, que certains, tout du moins. Mais c'est que, moi je suis partie, j'étais majeure, mais ça changerait. Enfin, je veux dire, je suis tout juste majeure. Et en fait, c'est le fait de se dire, bon, ok, j'ai sécurisé certaines choses, me dire, voilà, j'étais chez une dame, mais j'avais toujours la possibilité, si jamais, de partir. Et par exemple, je suis tombée malade. C'est tout bête, mais il fallait que tout soit réglé. Et là, je savais que j'avais quelqu'un qui m'aidait, quelqu'un qui m'a aidé aussi à aller chez le médecin, parce que quand on est malade, qu'on a mal à la tête, qu'on n'est vraiment pas bien, on ne comprend pas forcément tout. Alors déjà que c'est compliqué, il faut que, voilà, c'est super d'avoir quelqu'un sur qui compter aussi, de se dire, bon voilà, et c'est rassurant aussi pour les parents. Mais au-delà de ça, il faut laisser partir les enfants et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir partir à l'étranger parce que c'est quelque chose de très important. Je pense que l'ouverture internationale, c'est quelque chose de super. On découvre de nouvelles cultures. Il y a vraiment, ça apporte plein de choses. Puis même au niveau linguistique, j'ai jamais autant progressé qu'en étant sur place. Et on le dit, mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on y est, on s'en rend compte. Les premiers jours, c'est compliqué, on a mal à la tête, mais bon, ça passe vite.
Alors, on a mal à la tête parce que du coup, on parle dans une autre langue. Alors, Lucille, toi, tu avais quelques notions d'espagnol, mais une autre question qui peut être assez fréquente, est-ce qu'il faut obligatoirement parler la langue du pays pour pouvoir partir? Non, bah non, parce que sinon, les trois quarts des pays seraient interdits. Non, non, alors la langue, effectivement, est très importante dans les échanges, mais quand vous allez dans un pays où les gens ne parlent ni français ni anglais, il y a d'autres systèmes de communication qui fonctionnent. Et par exemple, ce que l'on constate, c'est que dans les pays, par exemple, du Moyen-Orient, ceux qui sont encore accessibles ou qui ont été accessibles avant, on voit au contraire une protection, surtout si c'est une jeune fille toute seule, des familles. C'est-à-dire, il y a une jeune fille qui avait pris le train entre la Turquie et l'Iran. Elle est rentrée dans un compartiment où il y avait une famille iranienne. Donc, à travers des gestes, quelques mots d'anglais et tout ça, elle a expliqué ce qu'elle faisait et tout. Et la famille a dit, mais on peut pas vous laisser comme ça. Venez avec nous. Et cette jeune fille a été hébergée. Et finalement, ce qui arrive, c'est que dans ces cas-là, les jeunes sont surprotégés par la famille d'accueil. Et dans le journal, on voit, bon, alors, j'ai réussi à sortir aujourd'hui toute seule, ou des choses comme ça. Et c'est très, très intéressant. Mais ce qu'a dit Lucille tout à l'heure, et qui ressort de tous les voyages, c'est qu'on trouve des gens sympas, des gens accueillants, des gens qui sont prêts à rendre service dans tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exception. Au début, c'est un peu dur de sortir tout seul parce qu'il faut faire tout seul, on ne connaît personne sur place. Et en fait, on se rend compte quand on est seul, en fait, c'est beaucoup plus facile de prendre contact avec les gens parce que on a besoin de renseignements. De toute façon, on n'a personne d'autre, donc on va demander. On est seul, il y a quelqu'un qui va venir vous parler. Enfin, je trouve que le fait d'être seul, ça peut faire un peu peur au début, puis on se dit, bon, super, je vais aller me balader toute seule. Mais en fait, c'est super parce que c'est comme ça qu'on rencontre le plus de personnes, en fait. Complètement. Nous allons arriver à la fin de ce webinaire. Merci à vous deux. Au final, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'apporte Zelidia pour vous, Pierre? Et puis après, on terminera sur Lucille. Alors, vraiment, pour nous, et on a eu confirmation avec l'étude qui a été faite, c'est que l'expérience Zelidia, elle participe à la constitution, je dirais, d'un capital international, c'est-à-dire un ensemble à la fois de savoir-faire et de savoir-être, de ressources culturelles, sociales, symboliques, qui en fait encouragent le jeune à la réalisation de carrières ouvertes sur l'international. Même si le voyage Zelidia peut faire changer, par exemple, d'orientation professionnelle le jeune, c'est-à-dire un jeune qui est en classe préparatoire peut dire au retour, non, je n'ai pas besoin de passer par une classe préparatoire, je vais faire autrement, mais l'ouverture vers l'international est vraiment l'élément clé. Alors moi, je dirais qu'on apprend beaucoup sur soi-même, on apprend beaucoup des autres, on grandit. Je trouve qu'on a de nouvelles valeurs, on apprend les valeurs du pays, enfin c'est beaucoup de développement et on apprend énormément de choses. Et je pense que la principale chose, c'est vraiment qu'on apprend plein de choses sur soi, sur les autres, sur justement l'étude qu'on mène, sur le pays, sur la culture. C'est plein de nouvelles choses, c'est une nouvelle façon de penser, voilà. Je trouve que c'est plein de petites choses qui se rajoutent à votre vie et c'est de super bons souvenirs et voilà, c'est super. Ouais, super. Merci à vous en tout cas pour ce beau témoignage et Pierre pour la présentation plus théorique et le point de vue de jury aussi. Vous allez retrouver toutes les informations sur la bourse Zelidia sur leur site internet. Du coup, il est très bien fait. Il y a beaucoup d'infos. N'hésitez pas aussi si vous voulez. Alors si, j'ai une petite question, Pierre, à qui il faut s'adresser si jamais les jeunes qui nous écoutent souhaiteraient participer à Zelidia ou en savoir plus? Alors, il faut aller sur le site internet zelidia.com et il y a
il y a une adresse mail qui est info@zelidia.com et posez la question et il y a une personne qui répondra très rapidement derrière. Parfait. Dans tous les cas, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, si vous souhaitez avoir des informations sur la mobilité internationale, y compris des événements en lien avec Zelidia, n'hésitez pas à aller regarder le site internet de référence sur les départs à l'étranger en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle SoMobilité, donc somobilité.fr. Vous avez aussi une plateforme de prise de rendez-vous dessus avec des conseillers sur le territoire. Il y en a à peu près une cinquantaine. Tout est gratuit. Voilà, donc on a notamment été ces webinaires Zelidia dessus aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci Pierre et Lucie et merci à vous, spectateurs, de nous avoir écoutés. Le replay, je le rappelle, sera disponible très prochainement sur nos supports de communication. À bientôt et merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.